Moi, j'avais un peu idée d'apprendre sur l'agriculture du Bénin, voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe, et un petit peu comparer par rapport à en France. En France, on est déjà entré dans un contexte d'industrialisation, de produire en agriculture conventionnelle absolument, alors que là, on commence tout doucement à rentrer dans des productions conventionnelles. Les producteurs béninois ont des atouts pour produire simple dans leur localité et il suffit juste de les accompagner, mettre le paysan au cœur des innovations pour réellement trouver des solutions à leurs difficultés qui ne leur permettent pas d'aller loin. Et il y a ces organisations qui essaient de défendre également l'agriculture dans notre pays. L'agriculture, bon, eux, ils le qualifieront de familial et ils le défendent. Et nous pensons que c'est quelque chose à encourager. De l'Afrique de l'Ouest de 112 760 km² situé entre le Togo et le Nigeria, le Bénin dispose de 37 500 km² de terres agricoles, soit un tiers de son territoire. Avec des précipitations moyennes supérieures à 1000 mm par an et plus de 5 millions de ruraux, soit 55% de sa population, le pays possède de fortes potentialités agricoles. Pourtant, la production agricole peine à se développer et plus de 800 000 Béninois souffrent encore de la faim en 2015, selon la FAO. Pour comprendre les dynamiques et les enjeux d'une agriculture capable de répondre aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique, des jeunes agronomes béninois et français sont allés à la rencontre des acteurs du monde agricole du Bénin. Cette initiative est née de l'idée de deux étudiants en agronomie, Vivien Bourgeon qui est à l'école Bordeaux Sciences Agro et qui est également membre de Ingénieurs sans frontières, et Frédéric Sauvaros ou moi-même qui est de l'association des élèves ingénieurs agronomes de la faculté des sciences agronomiques. Alors tous deux curieux et soucieux du devenir de l'agriculture de notre pays, nous avons entrepris cet échange agronomique pour étudier les dynamiques et les enjeux de l'agriculture paysanne en France et au Bénin. L'agriculture paysanne qui, selon nous, semble être la forme d'agriculture qui œuvre plus en faveur de l'intérêt général et qui mérite d'être préservée et développée face aux défis des changements climatiques et de sécurité alimentaire. Le fait qu'au Bénin, l'agriculture était bien plus paysanne qu'en France. Après, c'est vrai qu'en venant dans le pays, on constate que c'est pas ce que pensent les gens, même si moi je suis persuadée que c'est quand même une agriculture paysanne qu'on peut trouver ici. Eh bien, j'ai pu voir du coup pas mal de choses, rencontrer des coopératives, des unions de producteurs, des infrastructures plutôt étatiques, et justement pour vous parler de toutes les questions liées au foncier, aux semences, aux intrants, au changement climatique. Leur périple a démarré dans la vallée du Sitatunga, un parc naturel communautaire situé à Cotomé, à 30 km de Cotonou. Ici, tous les éléments sont présents pour parler de l'agriculture paysanne. Pour moi, l'agriculture paysanne, c'est avant tout une démarche. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'arrêté, de fini. C'est en perpétuelle évolution. Et ça s'appuie bien sûr sur la tradition paysanne, mais ça prend aussi en compte tout ce que la recherche agronomique et en particulier dans le domaine agroécologique peut nous apporter au quotidien. C'est une démarche qui vise à rendre le paysan le plus autonome que possible, que ce soit par rapport au foncier, par rapport aux semences, par rapport à ses moyens de production, moyens et outils de production. C'est aussi pour lui le choix libre des pratiques agricoles qu'il a envie de mettre en œuvre
c'est pour moi une agriculture qui respecte la nature, le consommateur et bien sûr l'agriculteur. C'est une agriculture qui est, j'ai dit autonome, mais qui ne vit pas en autarcie, qui a besoin des autres. Nous avons découvert un modèle de production agroécologique unique. C'est un système interdépendant entre les différents compartiments de l'agriculture que nous avons connus, que nous avons observés au niveau du crédit ONG. Un système qui permet à l'élevage, à la production végétale, à la pisciculture de vivre sans un apport extérieur conséquent. En Europe, en tout cas, on est dans une agriculture paysanne. Je dirais non. On vient d'une agriculture qui, après la guerre, a été très industrielle et nous revenons à cette agriculture paysanne. C'est une démarche de revenir vers quelque chose qui, dans le passé, l'était, mais ça, c'était il y a 100 ans. De Cotonou à Boukoumbe, en passant par Boïcon, Abomey et Glazoué, les jeunes agronomes ont été en contact avec des paysans, des responsables d'organisations paysannes, des étudiants et professeurs d'université et même des journalistes. Vous qui êtes en train de faire une espèce d'agriculture comparée, qu'est-ce que vous avez remarqué qui puisse booster l'agriculture? Effectivement, lorsque vous parlez d'une agriculture qui est dépassée, ça m'intéresse parce que quand moi j'achète des ananas, je vois des ananas qui ont la peau verte, mais qui sont pourris de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce les engrais? Est-ce que c'est pas bio? Donc moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire effectivement, ne fût-ce qu'en termes d'idées, pour aider les populations et le gouvernement à booster d'abord cette agriculture avant d'être typologique? Depuis toujours des décennies, depuis le temps de la colonisation, on a fait de l'Afrique un continent de consommation. Ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Et la formation qu'on donne, la formation, l'école, ils ont imposé aux Africains, ce n'est pas pour produire. La preuve en est que les gens vont en Europe pour se faire former, ils reviennent, ils n'arrivent pas à fabriquer quelque chose. Mais quand on vous forme là-bas, vous fabriquez quelque chose. Certains paysans travaillent en coopérative pour améliorer la production, la transformation et ou la commercialisation des produits agricoles. C'est le cas de l'organisation paysanne des producteurs d'Alada. Les coopératives aujourd'hui d'ananas se portent très bien, je vais dire, puisque ces coopératives ont eu la chance de bénéficier d'un projet ToScale et IFTC qui avait formé des coachs, et ces coachs ont restitué les formations aux coopératives, et ça a fait que aujourd'hui les 9 OP du départ se sont retrouvés à 14 OP aujourd'hui, et la plupart de ces membres savent beaucoup de choses en ce qui concerne la production agricole aujourd'hui. Donc, ils maîtrisent les itinéraires techniques, comment utiliser les intrants à raisonner, associés à la matière organique. Il y a même eu un jeune qui est en train de promouvoir l'engrais organique à base de Nîmes, le tourteau de Nîmes, qui est très très bon. Quand tu utilises pour l'ananas, ça donne bien. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie des OP qui travaillent ensemble, qui ont des exploitations ensemble, qui gèrent. Et il y a d'autres qui sont des producteurs individuels qui se réunissent en OP. Donc ce sont les deux catégories d'OP. Donc chacun travaille dans son exploitation, mais ils se réunissent pour avoir l'appui conseil des techniciens, l'appui conseil des coachs, pour bénéficier des crédits. Comme pour les hommes, la volonté de se regrouper est constatée chez les femmes, particulièrement douées dans la transformation des produits agricoles. Elles travaillent en toute convivialité.
Tikona, une organisation paysanne féminine de la commune de Boukoumbe à 600 km de Cotonou, capitale économique, en donne la preuve en invitant leurs hôtes au travail. Bon, les femmes étaient en groupement, bon, chacune était dans son coin, mais elles se sont dit, est-ce que chacune dans son coin, ça les profite? C'est pourquoi elles se sont dit, ah, il faut qu'on se mette ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Donc, c'est pourquoi elles ont réfléchi pour dire, ah, attention, mettons-nous ensemble. Donc, tu connais, ça veut dire, mettons-nous ensemble pour être plus forts. Parce que lorsqu'elles se retrouvent, chacun a des expériences qu'elle peut partager avec les autres. Et l'objectif, les femmes, elles rencontrent des difficultés, surtout l'analphabétisme. Donc, elles se sont mises ensemble aussi pour sensibiliser les jeunes, leurs soeurs, leurs frères, pour qu'ils puissent mettre les enfants à l'école. Donc, elles se sont mises ensemble aussi pour partager avec les autres l'intérêt de mettre les enfants à l'école. Donc, elles se sont mises ensemble aussi pour réfléchir à comment, par exemple, le fonio. Le fonio, c'est une céréale qui est très bien, mais dans lequel on rencontre beaucoup d'impuretés. Donc, elles se sont mises ensemble, elles cherchent, elles sont en train de réfléchir pour voir comment dégager ces impuretés-là pour que le fonio soit consommable au niveau national et international. C'est plusieurs groupements qui se sont mis en association. Donc, il y a des groupements qui s'occupent du fonio, il y a des groupements qui s'occupent de la culture du riz et de la transformation du riz. Il y a des groupements qui s'occupent de la cueillette et de la transformation des amandes de karité en beurre de karité. Bien que les producteurs soient heureux de travailler ensemble, ils sont parfois limités par leurs moyens de production. Certaines coopératives disposent de matériel adapté, mais d'autres continuent de travailler avec des matériels rudimentaires, faute de moyens financiers. Dans toutes les régions du pays, les communautés rurales et les paysans font face aux problèmes fonciers, de changement climatique et de dépendance aux intrants. Au nom de ces difficultés, nous avons un problème d'intrants. D'abord, des fois, les intrants n'existent pas, ou ça vient en retard, surtout les semences. Et l'engrais, franchement, surtout l'année dernière, c'était un casse-tête. Pour avoir de l'engrais, ce n'était même pas disponible. Pour ne pas parler du tout. Nos terres sont tellement pauvres que si vous ne mettez pas de l'engrais, vous n'aurez rien. À défaut de l'engrais de riz, si on trouve pour le maïs ou pour le coton, on est obligé de mettre. Les pluies, on n'arrive pas à maîtriser, n'est-ce pas, la nature. Tantôt, les pluies viennent et au milieu, elles cessent. Comme la saison passée, les pluies n'ont pas bien terminé. Et ceux-là qui sont là où l'eau ne reste pas trop, vraiment, ils ont eu vraiment des difficultés. C'est vrai. Par exemple, cette année, s'il pleuvait, c'est qu'on devait commencer par emblaver. Sinon, on aurait même déjà fini d'emblaver. Mais c'est pour le problème de pluie, n'est-ce pas, qui fait que beaucoup ne sont pas encore allés dans le champ. Ça, c'est le magasin de Paris. Il faut dire, quand on prend la deux régions, quand on va vers le zoo, c'est une nourriture qui est plus ou moins irriguée. Où les bas-fonds, ils n'ont pas un problème d'eau. Les quatre communes du zoo, quand vers les Inlandos, le problème d'eau ne se pose pas autant. On est d'accord? Ils ont des bas-fonds aménagés, ils ont un système d'irrigation dans cette commune-là. Mais quand on vient dans les collines, c'est un qui est pluvial. On est d'accord? Donc, quand il pleut, c'est bon, mais quand il ne pleut pas, c'est un autre problème. Et si on doit faire une comparaison sur les 3 dernières années, les rendements moyens sont passés de 3 tonnes et demi à 8 tonnes à l'État.
Ici, c'est vrai qu'il y a encore la question foncière, on va dire que c'est encore un partage qui est plutôt coutumier. Donc on va avoir une famille qui a une terre qui va, lors du décès du père, va redistribuer la terre aux enfants, ce qui va déjà morceler les terres. Donc on pourrait penser que c'est plutôt bien par rapport à la France, puisqu'en France on a un autre problème, c'est qu'on a l'intensification des cultures sur des grandes parcelles, ce qui pose un problème de transmissibilité, alors qu'ici ce problème de transmissibilité est bien moindre. Après, le fait de morceler les terres, ça fait qu'on a des plus petites surfaces, qu'on va de plus en plus les morceler. Si on se dit que à un moment donné, par exemple, on a 1 hectare, on va le partager avec 5 enfants, ben voilà, chacun va avoir 0,2 hectares. Ensuite, ces enfants-là vont repartager de nouveau leurs terres à leurs enfants et ainsi de suite. Donc là, ça va poser un problème puisqu'on n'aura plus assez de terre pour une même personne et donc elle ne va pas pouvoir subvenir à ses besoins. La privatisation des semences, parce que c'est des concepts qui vont avec la mondialisation. Si jamais aujourd'hui, avec les réalités de notre pays, les paysans qui ont l'habitude de remettre leurs semences de la campagne passée, s'ils n'ont plus cette autonomie d'avoir accès à la semence, c'est mort. On va vivre dans une canicule agricole terrible. Le Bénin dépend des semences. Tout ce qui a lieu de faire, c'est d'encourager la recherche à trouver des solutions locales. Donc, c'est vrai que nous avons des semences. Au temps de nos parents, il fallait voir comment on conservait la semence, comment on produisait de la semence et comment on l'utilisait. Donc, il faut retourner à ces pratiques qui sont traditionnelles, qui ont été abandonnées parce que lorsque quelqu'un produit de la semence ailleurs et vous l'envoie et vous l'achetez, et il dit, bon, laissez tomber vos semences locales. Avec le temps, vous avez une disparition de vos semences, des ressources locales que vous avez. Alors vous devenez complètement dépendant de celui-là. Ça veut dire qu'il faut commencer à sauvegarder les pratiques traditionnelles que nous avions et produire de la semence locale pour pouvoir satisfaire les producteurs. Au Bénin, il est question de protéger et améliorer l'agriculture extensive, qui est toujours largement pratiquée. Les paysans s'en remettent au gouvernement pour la résolution des problèmes, bien que les organisations paysannes jouent leur partition dans l'accompagnement des producteurs. L'une des missions des organisations paysannes et de la plateforme nationale, là où vous êtes, c'est la défense des intérêts des producteurs agricoles et des exploitations familiales agricoles. La plateforme nationale regroupe aujourd'hui 11 organisations fêtières, des organisations fêtières paysannes. Les fêtières, c'est qu'on a des organisations de base, des bases qui se trouvent au niveau village. Ces organisations de niveau village se regroupent pour créer des organisations de niveau département ou de niveau commune. Et tout cela est chapeauté par des organisations nationales. Ce sont les organisations nationales qui ont mis en place la plateforme nationale. Parce que face à l'autorité, il ne faut pas aller en rang dispersé. Est-ce que vous voyez? Parce que là, ça arrange aussi l'État. Si on constate que, bon, dans le secteur agricole, vous n'avez pas un cadre de représentation unique auquel on peut s'adresser pour vous toucher, là, c'est très simple. En fonction de la décision que les gouvernants peuvent prendre, ils puissent dire, bon, tel m'arrange que tel. Or là, maintenant, tel que les producteurs se sont organisés, quel que soit ce que l'État veut faire au Bénin, c'est à la PENOPA que l'État va s'adresser. Il y a eu plusieurs initiatives
qu'on peut appeler projet ou programme, ou plan d'action, tout ce que nous voulons, qui ont eu à lever beaucoup de contraintes dans le développement agricole. C'est vrai que beaucoup d'autres en restent, mais dès que l'initiative est vraiment phare et innovante, la FIPO essaie de s'en approprier, de développer des stratégies à l'interne pour vraiment asseoir des services assez pertinents et très structurants liés à ces initiatives. C'est comme ça que tout ce qui est stratégie d'amélioration de l'accès aux intrants, la FIPO a essayé plusieurs mécanismes. Tout ce qui est accès au marché, c'est-à-dire la mise en marché des produits agricoles. Et il y a eu plein de mécanismes assez innovants aussi, dont le warrantage, dont le crédit agricole, dont l'agriculture contractuelle. Donc, dès qu'on voit qu'il y a une force dans ces initiatives, on essaie de développer des stratégies internes là-dessus et de tout faire pour faire rayonner ça sur le grand nombre. Les paysans béninois ont des difficultés à produire, mais aussi à écouler leurs produits sur le marché local où ils sont exposés à une concurrence déloyale des produits importés. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les gens préfèrent, par rapport à la mondialisation, les gens préfèrent acheter du riz importé car il est moins cher. Et parce que les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter la production du pays, et la production du pays qui est peut-être 2 fois plus chère, mais qui pourrait faire vivre l'économie locale. Moi, je me dis que niveau économie, l'économie du pays s'en va dans d'autres pays à d'autres fins. Et je trouve ça un petit peu dommage. Peu de production arrive à atteindre le marché international à cause des normes contraignantes établies. Le commerce équitable, un système d'échange dont l'objectif est d'instaurer une plus grande égalité dans les échanges internationaux en améliorant la rémunération des producteurs, est moins connu au Bénin. L'une des rares structures qui le fait contre vents et marées, avec une entreprise de transformation, est le Centre de séchage des fruits tropicaux, CSFT. Lorsque vous achetez un ananas, vous êtes en train de donner à manger à une centaine d'Africains ou de Béninois. Donc c'est un travail de militantisme qu'on fait. Mais ceux qui prennent l'engagement de faire cette publicité pour que nous puissions vendre et avoir de l'argent, il faut qu'ils voient clair dans ce que nous réalisons. Nos forces, nos faiblesses, nos insuffisances, nos difficultés. Donc c'est la transparence que l'on veut. Disons, là, c'est la 5 ans, mais ils n'étaient que dans la production de riz. On a d'abord, c'était une organisation paysanne, c'était dans la production de riz. Il y a une expérience qui a été faite avec l'ONG Belge FECO, où l'UNELIS a exporté du riz en Belgique via le supermarché Calorette, par le commerce équitable. On est d'accord. Et quand cette expérience a été faite 1, 2, 3 fois, l'organisation s'est rendue compte qu'elle a les moyens de s'inscrire aussi dans la transformation. Sinon, quand tu vas prendre la composition, la naissance d'une RIC, il n'y a pas une activité économique que la transformation. L'activité, c'était que la production. Mais suite à cette expérience, le pays s'est doté d'expérience dans la transformation. J'ai pu constater que le commerce équitable n'était pas très développé au Bénin. Et là, je pense que c'est vraiment un problème des certificateurs qui sont essentiellement européens, qui ont des prix beaucoup trop élevés pour un petit producteur qui doit subvenir au départ à sa famille, qui est d'accord d'entrer dans un système de commerce équitable pour gagner un peu plus d'argent, mais est-ce qu'il en gagnera plus si on lui demande de payer une certification aussi chère ? Donc le commerce équitable, je pense que c'est une très bonne démarche, mais il faut revoir le fonctionnement de la certification. L'agriculture béninoise a de beaux jours devant elle, vu la pluralité des structures d'accompagnement
et la volonté des paysans pour la promotion de l'agriculture paysanne. Cependant, il reste beaucoup à faire pour véritablement promouvoir et développer l'agriculture paysanne. L'existence d'un cadre politique adéquat, la formation des agronomes, la recherche agronomique et la mise en place d'un bon système d'accompagnement des producteurs sont plus attendus. La formation à l'université, c'est pour à la fois former des cadres, des entrepreneurs agricoles, mais aussi des cadres pouvant appuyer l'agriculture paysanne. Donc aider le paysan à avoir de meilleurs rendements. Donc on a les deux aspects dans la formation, entrepreneuriat et en même temps appui, conseil à l'agriculture paysanne. Après cette tournée, je découvre davantage les défis qui sont les nôtres en tant qu'agronome, qui est de ne pas forcément chercher à installer, ici nous encourage dans notre pays, des systèmes intensifs de production, mais plutôt de travailler à conserver la forme d'agriculture qui est dans notre pays, à conserver nos ressources locales, nos pratiques endogènes. C'est à partir de ces pratiques, à partir de ces ressources locales que nous pourrons améliorer et nous pouvons développer l'agriculture de notre pays. Ce tour du monde agricole béninois convoque à une réflexion originale, attachante et pédagogique, ouvrant vers de nouvelles perspectives, la défense et la promotion d'une agriculture qui fonde l'humanité et apporte des solutions aux enjeux du XXIe siècle.